What's up les catch addictés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui je vous retrouve aux commentaires pour les résultats du SmackDown du 18 septembre 2020. Vous êtes prêts? Que le show commence! Donc là on commence par la première rivalité qui pour moi, j'en ai marre, c'est du répété. Et la rivalité entre nos champions par équipe de SmackDown, Shinsuke Nakamura et Cesaro, et la Lucha House Party. Car en plus, on nous a informé que on aura un match à Clash of Champions entre ces deux équipes. Et franchement, j'aurais plus aimé que la WWE nous fasse une réunification des titres avec les Street Profits. Mais enfin bref, donc là, on passe directement au match. Le match était plutôt génial. Mais le problème, c'est qu'on était plus intéressé par ce qui se passait à l'extérieur du ring. Parce qu'en effet, on a remarqué depuis quelques semaines, depuis le retour de Kalisto, que Kalisto et notamment Lince Dorado ne s'aiment pas beaucoup. Déjà du fait que la semaine dernière, Kalisto s'est autoproclamé chef, leader de la Lucha House Party. Donc Lince Dorado ne porte pas beaucoup Kalisto dans son cœur. Et donc on voit que durant le match où ils sont en train de se disputer, au lieu de soutenir Gran Metalik dans son match face à Cesaro, ce qui entraîne donc leur expulsion des abords du ring. Donc au final le Gran Metalik est tout seul. Et à noter, voilà, quand même un bon match, mais quand même victoire de Cesaro et Shinsuke Nakamura qui n'est pas intervenu. Voilà, lui il est resté il est resté dans son coin et on voit qu'il a la confiance. Mais pour moi personnellement, dans cette rivalité, le seul truc que j'attends, c'est de voir potentiellement Lince Dorado ou même Gran Metalik ou même Kalisto, il y a un des trois, mais je pense que ça va être Kalisto qui va décider totalement de se barrer de la Lucha House Party et au final faire un run en solo. Et personnellement, c'est tout ce que j'attends dans ce match à Clash of Champions. Donc là, on passe à une autre rivalité que beaucoup suit de très près. La rivalité entre Bayley et Sasha Banks. Parce que oui, on a beau avoir Bayley contre Nikki Cross à Clash of Champions, mais pour être honnête, tout le monde s'en fout quoi. Nikki Cross, zéro respect quoi. Ça c'est clair et net. On est plus en train de regarder la rivalité de Bayley et Sasha Banks que Bayley Nikki Cross. Et donc au final on a l'interview de Sasha Banks qui est au Performance Center et qui nous dit que il y a beaucoup de souvenirs qui émergent de sa tête étant au Performance Center, car c'est quand même là où elle a connu Bayley, qu'elles se sont entraînées, qu'elles ont fait ce qu'elles ont dit qu'elles avaient porté la division féminine sur leurs épaules. Et quand elle marche et qu'elle voit les posters, qu'elle voit les superstars féminines, elle se dit que c'est quand même grâce à elle et grâce à Bayley. Et là, on voit que Sasha Banks commence à critiquer Bayley parce que en disant que voilà, certes, elle s'est peut-être servie de Bayley, mais Bayley s'est plus servi d'elle sur le fait que grâce à Sasha Banks, Bayley détient le record de longévité pour le titre de SmackDown. Et que c'est grâce à Sasha Banks que Bayley a pu conserver aussi longtemps son titre et d'être devenu aussi Bayley to Beat. Et là, en pleine interview, on a Bayley qui est présente au Performance Center. Donc ça confirme exactement ce que j'ai dit. Nikki Cross, zéro respect parce que Bayley a beau affronter Nikki Cross la semaine prochaine à Clash of Champions. On a vraiment rien à cirer de Nikki Cross. Elle va s'occuper de Sasha Banks et elle s'apprête à refaire le même coup qu'on a eu il y a 2 semaines, c'est-à-dire le coup avec la chaise. Mais on a les officiels de la WWE qui sont présents, qui séparent Bayley et Sasha Banks. Donc grosso modo, ils sauvent Sasha Banks. Donc pour moi, cette rivalité, je l'attends depuis des mois. Et franchement, ça commence bien. Mais le seul bémol, c'est qu'au final, ils font passer ça en premier plan pour Bayley, alors que Bayley affronte Nikki Cross dans 2 semaines. Donc au final, la rivalité entre Nikki Cross et Bayley, on en a complètement rien à cirer. Ça, c'est mon avis personnel. Et qu'au final, Sasha Banks, elle veut qu'une chose, c'est le titre de Bayley. Donc au final, d'un certain côté, la WWE nous spoil un petit peu ce qui va se passer à Clash of Champions. Donc je sais pas pour vous, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais pour moi, personnellement, je pense que durant le match entre Bayley et Nikki Cross à Clash of Champions, Sasha Banks risque de pointer le bout de son nez pour vraiment entraîner la rivalité entre elle et sa meilleure amie jusqu'à Hell in a Cell. Et donc là, on va passer donc à mon top 3 des rivalités. Donc on commence directement par le top 3. Donc on a parlé de Nikki Cross, donc là, on va reparler de Nikki Cross. On a Alexa Bliss qui nous accueille pour le Moment of the Beast, donc premier au WWE Thunderdome. Et donc
Alexa Bliss nous accueille son invité spécial qui est nul autre que sa meilleure amie, Nikki Cross. Donc quand j'y pense, au final Nikki Cross elle est pas très rancunière parce que pour oublier qu'la semaine dernière elle s'est pris un Sister Abigail de sa meilleure amie. Et donc au final Alexa Bliss questionne donc Nikki Cross par rapport à son état d'esprit, sur sa préparation pour un match à Clash of Champions. Et donc au final Nikki Cross nous dit que cette fois-ci ce sera différent parce que du côté de Bayley il n'y aura pas Sasha Banks, donc Sasha Banks ne sera pas là pour assurer les arrières de Bayley et potentiellement l'aider à conserver sa ceinture. Mais on voit qu'après Nikki Cross est en train de parler du sujet que je viens de vous parler, le fait qu'elle s'est prise un Sister Abigail durant le match. Donc au final Nikki Cross est un petit peu inquiète pour sa copine parce que au final The Fiend est toujours présent dans l'esprit d'Alexa Bliss. Mais au moment où Alexa Bliss s'apprête à se justifier, on a la musique de Lacey Evans. Et Lacey Evans, en mauvaise perdante qu'elle est, elle dit que tout simplement elle a remporté le match la semaine dernière parce que Alexa Bliss a décidé de quitter le match après avoir porté le Sister Abigail. Et donc au final, si Alexa Bliss serait restée et que ce serait maintenu en Fatal 4-Way, Nikki Cross ne serait pas potentiellement la challengeuse numéro 1 au titre de BM. Et si ça se trouve, ça aurait pu être Alexa Bliss ou même encore Lacey Evans aurait encore eu toutes ses chances. Donc au final, ça aboutit donc à un match entre Nikki Cross et Lacey Evans. Donc au match pas fameux, c'est vraiment pour préparer Nikki Cross à Clash of Champions. Mais à noter la fin du match. La fin du match. Parce que on a Alexa Bliss durant le match qui est aux tables des commentateurs. Et après le match, on a donc Lacey Evans qui se remet à l'extérieur, qui commence à insulter Alexa Bliss. Et Alexa Bliss recommence à avoir ses yeux qui regardent dans le vent et qui finit par porter un Sister Abigail à Lacey Evans. Donc on a encore The Fiend, Alexa Bliss qui est présente. Donc voilà, j'ai imité un petit peu, bref. Donc moi j'appelle vraiment The Fiend Alexa Bliss parce que pour moi il y a un petit peu d'esprit de The Fiend présent en Alexa Bliss. Et donc moi personnellement je suis assez curieux de voir ce qui va se passer. Est-ce qu'on va avoir potentiellement Alexa Bliss qui va accompagner The Fiend dans les semaines à venir? Pourquoi pas? Et franchement, je serais très content de voir ça. Ça rappellera un petit peu le couple, le Joker et Harley Quinn dans les Batman. Donc pour ceux qui connaissent ça, vous aurez compris la référence. Et là, on passe à la médaille d'argent de ce que j'ai plus aimé dans ce show. Il y a rivalité pour le titre intercontinental détenu par Jeff Hardy. Donc ça commence par un match entre Sami Zayn et AJ Styles. Donc il n'y a pas d'enjeu, c'est pas un match pour désigner le challenger numéro 1 au titre de Jeff Hardy, mais à noter quand même que toujours Sami Zayn qui pète des boulons parce que quand on l'annonce pas comme étant le champion intercontinental alors que ce dernier possède la ceinture. Et donc le match est excellent, franchement c'était un superbe match. Tentative de tricherie de Sami Zayn mais qui n'aboutit pas parce que l'arbitre a vu. AJ Styles en profite pour un roll-up, donc AJ Styles remporte le match. Et donc après le match, on a Jeff Hardy qui vient s'occuper de Sami Zayn et d'AJ Styles. Donc à un moment donné, on voit que Jeff Hardy sort une table, mais il commence à hésiter et il se met à sortir une échelle. Donc moi à ce moment-là, je me dis, est-ce que Jeff Hardy va pas nous sortir un match de l'échelle lors de Clash of Champions? Parce que pour moi, c'était prévisible qu'on allait avoir AJ Styles, Sami Zayn et Jeff Hardy pour le titre intercontinental. Donc Jeff Hardy sort une échelle, se débarrasse d'AJ Styles, se débarrasse de Sami Zayn, porte un twist of fate sur Sami Zayn, place l'échelle au milieu du ring et il nous annonce que Jeff Hardy en a tout simplement marre. Il en a marre de voir Sami Zayn qui s'autoproclame champion intercontinental et qu'AJ Styles, lui, qui dit qu'il en a rien à foutre de qui est champion entre Jeff Hardy et Sami Zayn. Lui, son objectif, c'est d'être champion intercontinental. Donc Jeff Hardy propose qu'on en finisse une fois pour tous à Clash of Champions. Il annonce qu'il défendra son titre face à Sami Zayn et AJ Styles dans un match triple menace de l'échelle. Un match de l'échelle pour le titre intercontinental. Et franchement, quand tu vois les 3 catcheurs qui sont présents sur ce match, je peux vous dire que ça va être un énorme match. Déjà, quand on voit qu'à SmackDown, AJ Styles et Sami Zayn nous ont proposé un excellent match, ou
encore AJ Styles et Jeff Hardy pour le titre intercontinental, c'était excellent. Donc les 3 dans le ring, je pense que ça va être un cocktail assez explosif. Donc avant de décerner la médaille d'or, je vais décerner la médaille d'or du moment le plus pire, celui que j'ai le plus détesté lors de ce show de SmackDown. Donc là, bien sûr, vous avez deviné, je pense, il s'agit de la rivalité entre Miz et Morrison et Otis. Parce que je mets Otis parce que Tucker, zéro respect. Lui, il est juste là pour soutenir son ami, mais sinon, niveau rivalité, il est loin derrière. Donc vraiment, zéro respect pour Tucker. Et donc au final, le show donc a démarré donc avec l'émission de The Dirty Shit, donc l'émission de John Morrison. Et donc le Miz est en train donc de justifier ses actes envers Otis et envers Mandy Rose. Parce qu'en effet, on a eu des extraits donc du Smack Talking, donc si je dis bien correctement, où le Miz nous informe que Mandy Rose est transférée de SmackDown à Raw. Et donc donc The Miz se justifie de cette décision en disant qu'il n'a pas fait ça pour mettre des bâtons dans les roues de Otis, mais au contraire pour mettre Otis en avant pour pouvoir cash in sa maillette correctement. Parce que Miz nous dit que voilà, il a été un ancien Mr. Money in the Bank, c'est vrai, il a été Mr. Money in the Bank en 2011, il a cash in avec succès à Raw face à Randy Orton, ce qui lui a permis de devenir champion du monde. Donc au final, le Miz nous explique que voilà, il sait ce que ça fait d'être Mr. Money in the Bank, il sait ce que ça fait de pouvoir devenir champion du monde à tout moment. Donc lui, il veut aider Otis à aller en avant. Donc c'est pour ça qu'il a fait ce qu'il a fait, c'est-à-dire transférer Mandy Rose à Monday Night Raw. Et donc au final, Otis en a eu marre, il est intervenu, il s'est occupé de Morrison et il s'est surtout occupé de The Miz, parce qu'en effet, The Miz est sur le point de quitter le ring, de s'échapper, mais on a Tucker qui est là pour assurer les arrières de Otis, et Otis voilà, s'occupe de The Miz, allant même jusqu'à déshabiller The Miz, donc à mettre The Miz en situation mode PLS, quoi, mode très très gêné de The Miz. Et donc au final, on apprend un peu plus tard dans la soirée que Miz et John Morrison ont porté plainte contre Otis, et que Otis doit rendre sa maillette Money in the Bank la semaine prochaine. Donc moi je suis assez curieux de voir ça, mais pour moi je ne pense pas que Otis va rendre sa maillette. Je pense que peut-être à Clash of Champions ou peut-être au SmackDown d'après Clash of Champions, parce qu'il faut pas trop charger la carte, Otis devra potentiellement défendre sa maillette face à John Morrison ou face à The Miz ou contre les deux en même temps. Donc on voit bien qu'à WWE, bah ils savent plus quoi faire avec Otis, voilà, et ils ont mis Otis Mr. Money in the Bank, voilà, juste pour le fun, mais que maintenant ils sont dans une boucle qu'ils ne peuvent plus contrôler parce que bah voilà, on a Roman Reigns qui est champion universel, donc ça fait pas énormément crédible de voir Otis cash in sur Roman Reigns et devenir champion universel. Donc à WWE essaie de sortir le plan B qui est donc voilà de faire perdre la maillette à Otis et le redonner à quelqu'un de crédible comme par exemple The Miz ou encore bah moi le must ce serait John Morrison, Mr. Money in the Bank, pouvant aller pourquoi pas taper Roman Reigns pour devenir champion universel. Et moi c'est ce que j'attends de John Morrison depuis qu'il a fait son retour à la WWE. Mais pour moi franchement bah c'est une rivalité voilà qui est pas très intéressante. J'en suis conscient parce qu'on a eu voilà les tentatives de shippage de la maillette Money in the Bank par Morrison, shippage de la Xbox contenant le contrat par The Miz et que voilà bah on passe par là et franchement bah c'est zéro intérêt quoi. Et donc là on passe au moment que j'ai le plus kiffé dans le show. Mais avant, petite parenthèse, parce qu'en effet dans les coulisses où on a Sheamus et King Corbin qui sont en train de se préparer pour le Samoan Street Fight, donc main event de SmackDown, bah on a un membre de la sécurité qui informe Sheamus qu'il y a un problème avec sa voiture. Et donc quand j'ai entendu ça, je m'attends à potentiellement une intervention de Biggie. Et donc au final, c'est effectivement Biggie qui est là, qui vient se venger de Sheamus, parce qu'en effet, il y a 2 semaines, Sheamus avait manigancé un plan dans le but d'écarter Biggie pour le Fatal 4-Way pour devenir challenger numéro 1 au titre universel de Roman Reigns, et qu'au final, c'est Jey Uso qui a remplacé Biggie
pour devenir le challenger de Roman Reigns. Donc au final, Big E se venge de cette attaque parce que pour lui, bon, je comprends, si ça se trouve, ça aurait été lui qui aurait pu être challenger numéro 1 à la place de Jey Uso. Donc on voit vraiment que Big E a de la frustration, donc il commence à tabasser Sheamus, mais qu'au final Sheamus parvient à s'échapper et donc Big E se venge sur le gardien de sécurité parce que je suis pas sûr à 100%, mais je crois que le gars de la sécurité, c'est le même gars qui avait informé Big E il y a 2 semaines que Xavier Woods était présent, donc en gros le collaborateur de Sheamus. Donc au final, Big E se venge sur ce membre de la sécurité en lui portant un BE2BE sur la voiture. Donc un peu comme ce que Big E a subi en se prenant un white noise sur le pare-brise avant de la voiture. Donc voilà, je vais faire cette petite parenthèse. Donc on passe au main event de la soirée, le Samoan Street Fight, voilà, entre d'un côté Roman Reigns et son challenger Jey Uso contre Sheamus et King Corbin. Donc en gros, la vengeance de la semaine dernière. Et là, ce que j'attendais, c'était de savoir est-ce que Roman Reigns va nous faire comme les semaines précédentes, c'est-à-dire qu'il va laisser Jey Uso combattre jusqu'au bout. Et au moment où Roman Reigns devra porter le coup final, il va venir, il va juste mettre quoi, un Superman Punch et un Spear pour en finir. C'est ce que je me posais bien la question. Et bah non, Roman Reigns arrive dès le début. Paul Heyman s'apprête à parler, mais c'est Roman Reigns qui parle en disant que voilà, c'est son jardin, c'est son île, c'est sa WWE. Bref, donc il fait sa petite promo et on passe au match. Le match, voilà, j'ai assez bien aimé. Mais on voit quand même qu'il n'y a pas de réel esprit d'équipe entre Jey Uso et Roman Reigns. C'est vraiment l'un se bagarre avec l'autre. Mais qu'on voit que du côté de Sheamus et King Corbin, bah, ils mettent sur différents de côtés pour se venger. Allant même jusqu'à faire voler Roman Reigns au niveau des tables des commentateurs en faisant passer Jey Uso à travers une table. Et on a le tournant du match où King Corbin s'apprête à prendre son set parce que oui, on est dans un street fight, donc il n'y a pas de disqualification. Donc si King Corbin veut utiliser son set, il en a parfaitement le droit. Et pendant ce temps-là, on a Jey Uso qui est parvenu à shipper la ceinture de champion universel que Paul Heyman gardait pour assommer King Corbin avec la ceinture, ce qui a permis donc à Roman Reigns de porter un spear et Jey Uso a porté donc son splash pour le tomber final. Donc Jey Uso offre la victoire à son équipe. Comme la semaine dernière, Roman Reigns avait donné la victoire à son équipe. Donc on voit qu'il y a une petite guéguerre entre les deux Samoans et on voit qu'à la fin du match, bah on a un petit câlin entre Jey Uso et Roman Reigns. Donc là, tu te poses des questions, est-ce que Roman Reigns est vraiment heel? Et au moment où Jey Uso monte la rampe en célébrant, voilà, en dansant, bah on voit que le visage de Roman Reigns, bah il change de tout au tout. Donc il est joyeux et il part à un visage concentré, vraiment furieux, comme voilà le gros chien qui regarde sa proie. Et donc pour moi personnellement, je surkiffe cette rivalité. C'est vrai qu'au début, j'étais pas réellement fan quand Jey Uso a remporté le match, mais maintenant que je vois l'évolution de cette rivalité, je suis assez curieux de voir ça parce qu'on voit d'un côté Roman Reigns qui est heel, mais qui n'arrive pas réellement à tourner heel face à son cousin. Parce que voilà, on connaît tous le concept de la famille chez les Samoans, que voilà, c'est la famille avant tout. Donc on voit bien que Roman Reigns a du mal à tourner le dos à sa famille, donc il est entre deux murs. D'un côté la famille et de l'autre côté son titre de champion universel. Donc moi je suis très curieux de voir la situation. Est-ce que Roman Reigns va choisir sa famille ou le titre universel? On aura la réponse donc à Clash of Champions. Et donc voilà, cette review de SmackDown est terminée. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce format, donc où je vous parle des rivalités l'un après l'autre, que je vous donne voilà le moment que j'ai pu kiffer et le moment que j'ai moins kiffé. Dites-moi en commentaire. Je suis vraiment impatient de voir votre opinion parce que vraiment le but de la chaîne, c'est quand même que j'écoute vos commentaires et quand même de vous faire des reviews de qualité qui répondent donc à vos attentes. Donc si vous aimez ce format, j'adopterai ce format pour toutes les reviews, donc que ce soit Raw ou SmackDown. Mais si vous voulez que je reste à l'ancienne méthode, ça ne me gêne absolument pas. Mais en attendant, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Activez la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et activez la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo
que j'ai baptisé dorénavant les vidéos détente du dimanche. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être fans de catch. Et à suite au prochain épisode. C'était Jimbo. Je vous fais des bisous. À la prochaine.